C'est Bloomberg qui révèle ce document du renseignement national américain, déclassifié à leur demande. Il liste les assassinats ciblés et les empoisonnements. Parfois, ils ont été réussis, ou enfin aboutis ou non. La liste est très longue, hein. Leader tchétchène, homme d'affaires russe, chef de milice, beaucoup d'anciens oligarques qui ont été un peu désobéissants, déloyaux, ça se paie. Le plus spectaculaire, peut-être, le pauvre, c'est Viktor Yushchenko, le président, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 20 ans, président ukrainien, l'Ukraine déjà, et son visage incarnait ça, voilà, c'est le personnage qu'on voit ici, ancien président de l'Ukraine. C'était en 2004 que l'empoisonnement avait eu lieu. Il avait consommé 1000 fois la dose de dioxine, et nous apprend le rapport, c'est au point où son cas est devenu un sujet d'étude pour la presse spécialisée. C'est terrible à lire, mais la presse spécialisée en matière de chimie et de chimie des empoisonnements en a pris un cas, disons, de nature historique. Oui, bien sûr, mais là, on a vu Litvinenko dans son lit d'hôpital à Londres. Il y a eu l'affaire Skripal en 2018 aussi. Regardez son visage avant et après, oui, il a été métamorphosé. Bien sûr, mais en fait, cette tradition du poison, ça remonte à l'Union soviétique, et c'est véritablement le KGB, et ils ont gardé des laboratoires. Bon, on a parlé du Novichok, hein, on en a beaucoup parlé en 2018, et puis Navalny. Qui est le dernier en date. On retrouve l'idée de faire peur, hein. Je me rappelle, j'avais connu des petits-enfants, je crois, de Georges Youdej, l'ancien président roumain, dont on dit qu'il avait été, quand il était en visite à Moscou, comme il désobéissait, on avait placé sous son lit une charge nucléaire pour qu'il soit puissamment irradié pendant la nuit dans son hôtel à Moscou, parce qu'il faut que ce soit en plus démonstratif, hein. Il faut qu'il y ait quelque chose là qui impressionne. Dans toute l'école du KGB, on montrait systématiquement à l'entrée une vidéo où on montrait un traître du service qui était brûlé vif dans un four. Et donc c'était filmé à titre de démonstration pédagogique pour ceux qui seraient tentés de l'imiter. Moi, j'ai vu ce film, hein, c'est absolument c'est atroce, quoi. Donc oui, voilà, on fait mal. On punit les traîtres en particulier, enfin ceux qui sont considérés comme traîtres, les transfuges en particulier, et on le fait savoir. Tout en ne revendiquant pas, on le fait quand même savoir que vous avez ce cas aussi de prise d'otage au Liban. À un moment donné, il y a eu une prise d'otage de soviétiques au Liban pendant les années 80. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Les soviétiques ont dit pas de problème. Ils ont récupéré les membres de l'organisation qui étaient ou proches, qui étaient en Union soviétique à ce moment-là, et ils les ont découpés en morceaux et les ont envoyés dans des valises au Liban. Voilà, et il n'y a plus de prise d'otage d'ailleurs de soviétiques à partir de ce moment-là. Alors écoutons Cyril Gelipter, spécialiste de ces questions de renseignement, surtout vous êtes doctorant spécialiste des renseignements russes. Qu'est-ce qu'on apprend? Bonsoir Cyril Gelipter. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Qu'est-ce qu'on apprend? On savait déjà beaucoup de choses, mais dans l'étendue et dans le côté systématique de ces empoisonnements par la Russie, par les services russes, au cours des dernières décennies, puisque ça remonte à des décennies. Alors, c'est même plus tôt, puisque vous aviez... Alors, le colonel Goya avait rappelé, là, pour des membres du Hezbollah au Liban, c'était en 85, la réponse de la Russie. Effectivement, mais c'est dès les années 1990 qu'ils utilisent parfois l'assassinat dans un but politique pour neutraliser justement les opposants. Je pense par exemple au général Doudaïev en 1996, qui est liquidé par les services russes. Et nous avions déjà eu des cas durant la guerre de Tchétchénie, était évoqué éventuellement l'assassinat de Khattab. C'était un des leaders des Bolcheviks tchétchènes, qui est mort en 2002 dans des conditions louches. Ensuite, effectivement, la note rappelle des cas, alors qui sont quand même assez connus. On revient sur l'affaire Litvinenko, on revient aussi sur Yushchenko, cette tentative d'empoisonnement qui n'a pas été résolue judiciairement parlant. Et ça rappelle aussi le cas de Yann Darbiev, qui est assassiné au Qatar en 2004, apparemment par le GRU. Ils ont posé une charge explosive sous sa voiture, de mémoire, et il est mort. Ils utilisent cela, donc c'est de l'assassinat, ce que nous en France nous appelons de l'opération Homo, pour homicide. En Russie, ils appellent ça Mokredira, affaire mouillée, mais c'est quelque chose qui est utilisé par différents services de renseignement. Ensuite, les Russes, la spécificité, c'est qu'ils n'ont pas hésité à utiliser ça, y compris contre des anciens membres des services de renseignement qui avaient fui à l'ouest. Litvinenko. Comment dites-vous, pardon? Opération mouillée, c'est ça? Humide.
C'est le nom qu'ils utilisaient à l'époque. Humide. Opération Moudou. Regardez Oui. la menace, Mais, la déclaration des services russes, du renseignement russe sur le thème que ça va continuer, que c'est un mode d'action et c'est les Américains qui donnent les conclusions de leur rapport. Le gouvernement russe continuera à utiliser ses services de renseignement et d'autres entités loyales pour assassiner des terroristes présumés et des personnes à l'étranger qu'ils considèrent comme des menaces pour la sécurité nationale ou du régime de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a une spécificité russe? Parce que les Américains tuent aussi. Obama a beaucoup signé des ordres d'assassinat ciblés par drone. Et les tortures en Iran. Le poison, c'est très russe quand même. Le poison est spécifiquement russe. Le poison, oui. Soviétique à la base. C'est leur signature. La différence, c'est que, effectivement, les Occidentaux font ça aussi. François Hollande se glorifiait, à mon avis à tort, parce que ce genre de choses devrait rester secrète, mais d'avoir fait éliminer par nos services un certain nombre de terroristes. Mais il s'est fait piéger, pour être franc. Il s'est fait un peu piéger par deux confrères d'Aveil l'Homme. Enfin, bravo. Je n'aurais pas la méchanceté de rappeler le nombre de dizaines d'heures qu'il a consacré à ces entretiens. C'est un piège, c'est un piège de longue durée. Mais nous, on a toujours fait ça dans des pays tiers. La particularité des Russes, c'est qu'ils font ça chez nous. Sylvie Berman rappelait à l'instant l'affaire Skripal, Sergei Skripal, ancien agent russe, retourné entre guillemets par les Britanniques, qui a été assassiné sur le territoire anglais avec sa fille. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ça, nous? Parce que c'est ça la spécificité des Russes, c'est qu'ils ne respectent aucune règle. Ils sont à la fois membres permanents du Conseil de sécurité et capables d'aller empoisonner dans un pays occidental, à la sortie du métro, des gens qui leur déplaisent. Et donc, ces pratiques d'État voyou, elles sont compliquées à contrer. D'ailleurs, à l'époque, il y avait eu des déclarations scandalisées et sûrement sincères des dirigeants britanniques, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose concrètement. Encore aujourd'hui, on ignore comment Jean-Paul II a été assassiné. Il y a toujours le mystère si ce sont les services bulgares qui ont tué qui ont tenté de tuer Jean-Paul II. Non, je pensais à Jean-Paul. Non, mais le coup de pistolet contre Jean-Paul II, si ça a été une tentative opérée par les Bulgares pour les Soviétiques, ça restera parmi les mystères. Merci beaucoup. Que vont faire les Américains? Depuis le début de la soirée, évidemment, chaque fois on a l'impression que va faire Trump et Trump en janvier. Il y a des éléments ce soir qui sont en train de se préciser. D'abord, regardez cette image de Trump qui a reçu à Mar-a-Lago, chez lui. Mar-a-Lago, c'est le centre du monde maintenant. Caput Mundi. Tout le monde se rend là-bas, en Floride. Alors, c'est là où est-ce que vous êtes déjà allé à Mar-a-Lago? Non. Mais ça manque à votre palmarès. Personne ici ne s'est rendu à... Pas du tout. Gallagher Fenwick. Pas très loin, mais pas à Mar-a-Lago. Ah voilà, regardez l'ambiance. Il y a toujours des trucs un peu dorés partout. Là, c'est une décoration très trumpienne. Voilà. C'est un peu nouveau riche. La réception de Rutte, donc le secrétaire général maintenant de l'OTAN, ancien Premier ministre néerlandais. Beaucoup regardent cette image en disant en coulisses, on a commencé là à parler d'un plan. Et il y a les précisions qui sont données par le futur conseiller de la sécurité nationale de Trump. C'est vraiment le poste le plus important. Écoutez-le, il parle de l'arrangement possible à venir. Et donc, ce dont nous devons discuter, c'est de savoir qui est à cette table. S'agit-il d'un accord, d'un armistice? Comment amener les deux parties à la table? Et ensuite, quel est le cadre d'un accord? Alors vraiment, il faut lire là, il faut peser chaque mot, parce que chaque mot compte. C'est la plus grande puissance. Il est là en tout cas pour 2 ans avec tous les pouvoirs, peut-être 4. Le président Trump a été très clair sur la nécessité de mettre fin à ce conflit. Oui. Ce dont nous devons discuter, c'est de savoir qui sera autour de la table, c'est ce qu'il dit dans le sonore, s'il s'agit d'un accord, d'un armistice, comment amener les deux parties autour de la table et quel sera le cadre d'un arrangement. Et il ajoute, pour nos adversaires qui pensent que c'est l'occasion de jouer une administration contre l'autre, ils se trompent. Tout est dans cette phrase, c'est-à-dire, ils veulent que ça se passe de façon ordonnée, en tout cas c'est ce qu'il dit lui, mais enfin, il y aura un arrangement et on forcera la main des gens. Oui, mais c'est très clair, mais il l'a dit depuis le début, quand il parle d'un accord en 24 heures, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il sera obligé de forcer un peu la main, et sans doute plus celle des Ukrainiens que celle des Russes. Néanmoins, il ne peut pas tout donner à Vladimir Poutine, et en particulier pas probablement la neutralité de l'Ukraine, peut-être pas l'adhésion à l'OTAN, parce que c'est un chiffon rouge pour la Russie et que les Américains, de toute façon, n'y sont pas favorables, mais au moins des accords de défense qui pourraient remplacer une adhésion à l'OTAN.